Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé et Vie. J'espère que vous allez bien. Moi, bien sûr, je me porte très bien. J'espère que pendant cette absence, vous avez eu le temps de prendre soin de vous, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons revenir avec un autre sujet qui, on ne sait pas, ça semble être oublié ou tout simplement, on va dire que on sait que ça existe, mais on n'y prête plus vraiment attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les médicaments existent ou tout simplement parce que les gens ont accepté le fait que cette maladie est là. Mais ne sachant pas qu'elle continue bien sûr de faire des victimes et aussi de nous pourrir la vie. On va dire ça comme ça. Vous allez suivre ensemble avec moi cet état des lieux pour un peu en savoir plus sur ce dont nous allons parler ce soir et on revient juste après. En République démocratique du Congo, le VIH-Sida demeure un problème majeur de santé publique malgré les progrès enregistrés. Le taux de prévalence est estimé à environ 1,2% des personnes vivant avec le VIH. Chaque année, le pays enregistre plusieurs milliers de nouvelles infections, touchant particulièrement les jeunes et les populations vulnérables. La prise en charge s'est améliorée grâce à la disponibilité des traitements antirétroviraux et aux efforts visant à l'atteinte des objectifs internationaux. Toutefois, la lutte reste freinée par la stigmatisation, les dépistages tardifs, l'accès inégal aux soins en milieu rural et parfois l'irrégularité du suivi médical. Ainsi, la RDC doit renforcer la prévention, élargir les dépistages et intensifier la sensibilisation pour réduire durablement la propagation du VIH et sauver davantage des vies. Des retours sur ce plateau après cet état des lieux. J'espère que vous avez compris de quoi nous allons discuter ce soir. Bien sûr, nous allons parler du VIH en RDC. Où en sommes-nous aujourd'hui et quels sont les défis qu'il y a pour éliminer la maladie aujourd'hui dans notre pays? Parce qu'il faut se le dire, on a quand même fait un constat assez regrettable de voir qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes notamment souffrent de cette maladie. Mais on a l'impression comme si c'est quelque chose de normal aujourd'hui, on peut vivre avec et on ne peut pas s'inquiéter. Mais est-ce qu'on doit vivre comme ça ou tout simplement il y a des précautions à prendre? Soit pour ne pas attraper la maladie ou pour ceux qui ont déjà cette maladie, comment se préserver mais aussi préserver les autres. Alors sur ce plateau, nous avons le docteur Mardoché avec qui nous allons échanger. Bonsoir docteur. Bonsoir madame la journaliste. J'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons parler du VIH-Sida. Bien sûr, et déjà en entrée de jeu, comment vous allez décrire vous la situation du VIH/SIDA en RDC aujourd'hui? Merci beaucoup madame la journaliste pour votre question. Premièrement, je vous dis merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de me présenter sur votre plateau d'Innov Télévision. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Et quant à votre question sur la situation actuelle du VIH en République démocratique du Congo, c'est qu'il faut savoir la prévalence du VIH en RDC est de 1,2%. C'est-à-dire, si vous prenez 100 personnes, vous aurez au moins une personne atteinte du VIH-Sida. Et cette maladie, le VIH-Sida, les pays est confronté à plusieurs problèmes, à plusieurs défis, entre autres l'accès aux soins, les retards de dépistage et les problèmes de rupture des stocks de médicaments ainsi que des intrants. Et c'est un peu ça de manière globale la situation actuelle du VIH-Sida en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà vous en tant que spécialiste, comment vous observez? Est-ce qu'il y a une hausse des cas depuis ces dernières années ou tout simplement les cas ont baissé? S'il faudrait comparer les 3 dernières années, l'année 2023, 2024 et 2025, l'année 2023, les pays ont enregistré 22 000 nouvelles infections du VIH-Sida, 22 000 nouvelles infections en 2023, tandis qu'en 2025, l'année passée, les pays ont enregistré 26 000 nouvelles infections. Ce qui veut dire qu'il y a une légère augmentation des cas des infections du VIH-Sida, donc de 22 000 en 2023 à 26 000 nouvelles infections en 2025. Il y a une majoration d'environ 4 000, donc 4 000 par rapport à l'année 2023. Okay. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut catégoriser les provinces ou tout simplement les villes, les quartiers les plus atteints du VIH en RDC? Ce qu'il faut savoir, le VIH-Sida, c'est dans toutes les provinces, toutes les 26 provinces de la RDC, mais les provinces hotspots ou bien les provinces les plus touchées, parmi les provinces les plus touchées, il y a la province de l'Ituri qui a une prévalence de 5% par rapport aux données au niveau du DHSD ou bien au niveau des enquêtes de l'ONU-SIDA.
la province de l'Ituri a 5% de la prévalence du VIH. Et après la province de l'Ituri, c'est la province de Bazuélé qui a 4,5% de prévalence du VIH. Et en troisième position, c'est le Kasaï central qui a 4% du VIH dans cette province. Ce qu'il faut savoir, quand on parle de 4% de la prévalence, c'est-à-dire quand on prend 100 personnes au hasard, on a la chance que 4 personnes soient atteintes du VIH-Sida. Et ce sont là les 3 provinces les plus touchées actuellement en RDC. J'ai parlé de l'Ituri, j'ai parlé de Bazuélé, ainsi que le Kasaï central. On va quand même revenir à Kinshasa. Est-ce que pendant que vous faites des dépistages ou vos démarches, est-ce que vous avez la possibilité de nous dire aujourd'hui quel quartier précisément ou quelle commune peut avoir une prévalence élevée par rapport à la maladie? En fait, nous, en santé, on ne parle pas en termes de communes, mais en termes de zones de santé. Parce que la ville de Kinshasa est subdivisée en environ 36 zones de santé. Parce que par rapport aux données que nous avons au niveau des DHSW, au niveau de la base, c'est plus la zone de santé de Kingabwa qui a des cas un peu plus élevés par rapport à d'autres zones de santé de la ville de Kinshasa. Donc la zone de santé de Kingabwa a des cas plus élevés par rapport au reste des zones de santé de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'on peut majorer l'âge des personnes infectées dans cette zone-là? L'âge, la tranche d'âge, c'est environ entre 14 ans à 35 ans. C'est cette tranche d'âge. C'est vraiment les jeunes qui sont le plus touchés, qui sont concernés vraiment par cette maladie. Alors, on va parler de prévention, bien sûr. Quelles sont les stratégies actuelles de prévention qui sont efficaces dans notre pays? En fait, en ce qui concerne la prévention, bien les différentes stratégies que les pays ont mis en place pour la prévention du VIH-Sida, ces stratégies sont en lien avec les moyens de transmission du VIH. Parce que ce qu'il faut savoir, on a 3 moyens de transmission du VIH. Il y a la voie sexuelle, avec des rapports sexuels. Il y a la voie sanguine avec des objets tranchants ou bien la transfusion sanguine. Il y a aussi la transmission de la mère à l'enfant. Ce sont les 3 moyens principaux de transmission du VIH. Et par rapport à ces moyens de transmission du VIH, les pays ont mis en place différentes stratégies. Par rapport à la transmission sexuelle, il y a comme stratégie la promotion et l'utilisation des préservatifs. Il y a la promotion et l'utilisation. On encourage les jeunes à utiliser les préservatifs pour se protéger du VIH-Sida. Par rapport à la transmission de la mère à l'enfant, on demande à toutes les femmes enceintes pendant leur consultation prénatale, quand ils viennent à l'hôpital, on doit leur checker, on doit faire les tests de dépistage du VIH-Sida chez toutes les femmes enceintes pour prévenir l'enfant qui va naître. Parce que aujourd'hui, tu peux avoir le VIH, une dame peut avoir le VIH-Sida et donner naissance à un enfant qui est sain. Un enfant qui n'est pas atteint du VIH-Sida, c'est possible. Si la femme est dépistée, si elle est positive, elle est mise sous traitement et déjà après 6 mois de traitement pour une personne qui suit régulièrement son traitement, la charge virale sera indétectable et cette dame ou cette femme aura la chance, la probabilité d'avoir un enfant qui est sain. En dehors de ça, il y a d'autres stratégies comme les PrEP, la stratégie PrEP, c'est-à-dire la prophylaxie pré-expositionnelle. Il y a des personnes qui ont des métiers où ils courent des risques d'être contaminés. Entre autres, les professionnels de sexe, les prostituées. Aujourd'hui, les prostituées, avec la prophylaxie PrEP, ils peuvent prendre des médicaments pour se protéger contre le VIH. Le prostitué ou bien la dame qui fait la prostitution peut être séronégatif, mais il ne sait pas les partenaires sexuels qu'il va rencontrer au courant de la journée. Il peut y avoir parmi ses clients des personnes qui sont atteintes du VIH. Pendant qu'elle, la prostituée, est séronégative, elle doit se protéger. Comment elle doit se protéger? Il y a la prophylaxie pré-expositionnelle. Il y a des médicaments qu'elle peut prendre pour se protéger, même si elle entre en contact avec une personne atteinte du VIH-Sida, que la personne, la prostituée, ne soit pas contaminée. Parce qu'en dehors des préservatifs que les prostituées peuvent utiliser, mais il y a aussi des médicaments. Parce qu'il peut y arriver au cours d'un rapport sexuel, les préservatifs peuvent être troués et c'est alors la personne, si elle prenait déjà les médicaments, elle peut se protéger. Il y a aussi comme stratégie la communication. Cette stratégie est vraiment transversale parce que quand la population, la communauté n'est pas informée, n'est pas sensibilisée par rapport
à la maladie, la population n'ira pas au centre de santé pour consulter en cas de problème. Ok. Donc la communication fait partie aussi de l'une des stratégies pour vaincre, pour lutter contre les VIH-Sida. Ok. Et donc il y a plusieurs stratégies que les pays ont mis en place pour lutter contre les VIH-Sida. Entre autres, on peut aussi dire les traitements antirétroviraux. C'est une stratégie de prévention. Parce qu'une personne qui prend les traitements ne peut pas transmettre la maladie à une autre personne. Donc les traitements en soi, les personnes qui sont en tête du VIH, quand ils prennent régulièrement leurs produits, ils protègent aussi les autres, ils protègent la communauté. Voilà, alors docteur, on va quand même essayer de faire une petite différence avant d'avancer, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner la différence exacte entre le VIH et le sida elle-même? Merci beaucoup pour la question. Souvent, il y a une certaine confusion entre les VIH et les sida. Une personne peut être atteinte du VIH sans pour autant avoir les sida. Okay. Je peux être atteinte du VIH sans pour autant avoir les sida. Les sida n'est que le stade évolutif de la maladie. Okay. Les stades évolutifs, c'est-à-dire la personne est cachectique, a kondi, bamakwanze, bimien, anzoto, il commence à faire la diarrhée. C'est le stade qu'on appelle sida. Okay. Mais on peut être une personne atteinte du VIH et être asymptomatique. Et c'est quoi le VIH? Et c'est quoi le VIH maintenant? En fait, le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est ce virus qui détruit l'immunité. Parce que notre corps a des cellules de défense. Il y a les cellules, les CD4. Quand une personne a contracté le VIH-Sida, le virus va détruire les cellules immunitaires de l'organisme. Les cellules qui renforcent l'immunité de l'organisme seront détruites, les CD4 seront détruits. Et si la personne ne connaît pas son diagnostic, parce qu'un retard de diagnostic conduit à un retard de traitement, okay. Et la personne va évoluer vers le stade qu'on appelle sida. Mais une personne peut avoir le VIH et être asymptomatique, sans symptômes, sans problème de santé, et il se promène normalement, comme tout le monde, sans un problème. Okay. Alors, docteur, on va quand même parler de la sensibilisation. On sait que notamment décembre est le mois propice pour faire la sensibilisation sur le sida. Mais est-ce que vous pensez que seulement le mois de décembre suffit ou après ce mois, vous organisez comme ça des sensibilisations, notamment chez les jeunes, pour parler du VIH-Sida? La sensibilisation ne peut pas seulement concerner le mois de décembre. La sensibilisation doit être continuelle. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, il faudra sensibiliser. Mais la prise en charge ou bien la sensibilisation ne concerne pas seulement le personnel médical. C'est pour tout le monde. Toutes les couches doivent sensibiliser. Vous, comme journaliste, vous faites aussi votre part pour la sensibilisation contre les VIH-Sida. Cette sensibilisation doit être continuelle. Okay. Certes, pour que cette sensibilisation soit continuelle, il faudrait des moyens. Okay. Il faudrait mettre des moyens. Et sans aussi oublier, notre pays est si vaste, il y a des coins qui sont inaccessibles. Et les personnes qui n'ont pas accès d'informations, ils ne peuvent pas connaître des stratégies pour se protéger contre les VIH-Sida. Okay. Ce que moi je peux répondre par rapport à votre préoccupation, c'est que la sensibilisation doit être continuelle. Ce n'est pas seulement pour le mois de décembre, mais ça nécessite des moyens et des ressources pour que cela soit vraiment une sensibilisation permanente. Okay. Autre chose, ça sera pour ces personnes qui sont déjà atteintes de la maladie et dont l'entourage est déjà au courant. Parce qu'on a l'impression que ces personnes, après, ils sont un peu stigmatisés, un peu comme pour dire que cette maladie peut être contagieuse. Est-ce que la maladie en soi, ou le VIH-Sida, peut être contagieux, mis à part par les voies appropriées? En fait, la transmission des VIH-Sida, comme je venais de le dire, se transmet principalement par 3 moyens. La voie sexuelle, la transmission de la mère à l'enfant ou la contamination sanguine avec des objets tranchants. En dehors de ces voies, vous pouvez manger ensemble avec une personne vivant avec le VIH-Sida. Vous pouvez dormir ensemble avec une personne vivant avec le VIH-Sida sans pour autant contracter le VIH. La stigmatisation est un frein à la prise en charge du VIH-Sida parce qu'une personne qui se sent stigmatisée, elle aura honte d'aller au centre de santé pour faire les dépistages. Okay.
Une personne atteinte qui se sent stigmatisée, elle peut même refuser de prendre les médicaments, sachant que le traitement du VIH, c'est un traitement à vie. Ok. On doit les prendre chaque jour. Et quand la personne se sent stigmatisée, c'est comme une honte. Il ne sait pas prendre, il ne va pas adhérer au traitement. À la longue, il va interrompre les traitements. Ok. Et puis, quand il va interrompre les traitements, cela sera la base de l'apparition d'autres infections, qu'on appelle des infections opportunistes, qui peuvent attaquer la personne. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les politiques actuelles, les politiques qui sont mises en place actuelles, est-ce que sont-elles à la hauteur des enjeux de la maladie? Oui, en fait, la politique proposée par le ministère de la Santé est vraiment à la hauteur, mais cette politique souffre des moyens. Parce qu'avec la politique actuelle, on a la politique de 95, 95, 95, 3 fois 95. C'est-à-dire quoi? Dépister au moins 95% de la population. Ok. Et quand vous dépistez au moins 95% de la population, il faudrait au moins les 95% que vous avez dépistés, 95% soient traités. Ok. Il faut traiter au moins 95%. Et il faudrait aussi 95% des personnes qui sont traitées puissent avoir une charge virale indétectable. Ok. Au moins 95% dépistés, et parmi lesquels vous devez au moins mettre les 95% des personnes positives sous traitement. Ok. Et par rapport aux personnes que vous avez mis sous traitement, au moins 95% des personnes doivent avoir une charge virale indétectable ou supprimée. Ok. Je pense que si nous respectons cette politique, d'ici 2030, on peut avoir de bons résultats par rapport à l'objectif que nous nous sommes fixés au niveau du ministère de la Santé, et que d'ici 2030, qu'on ne puisse pas avoir de nouvelles infections. Mais ce qui est difficile à atteindre, Ok. mais ça demande l'effort de tout le monde. La prise en charge du VIH ne concerne pas seulement le corps médical, mais ça concerne tout le monde. Même vous, madame la journaliste, pendant que nous sommes en train d'organiser cette émission, nous sommes en train de sensibiliser aussi contre les VIH. La personne qui n'avait pas l'information comment se protéger, à travers cette émission, il peut comprendre que je dois utiliser les préservatifs, qu'il y a les PrEP. Aujourd'hui, si moi je suis prostituée, je peux aller vers un centre de santé, prendre des médicaments pour me protéger contre des éventuelles infections. Ok. Autre chose, je pense que ça sera vraiment une question pour vous personnellement. Est-ce que vous êtes d'avis qu'on peut aujourd'hui, avec tout ce que vous avez cité comme proposition, est-ce qu'on peut arriver à éliminer les sida de notre pays? Parler de l'élimination de la maladie du VIH, je peux répondre à cette question, je peux dire d'emblée non. Ok. Parce qu'au jour actuel, on n'a pas un traitement curatif du VIH. On ne peut pas éliminer tant qu'il y a encore, on n'a pas un traitement curatif du VIH. Mais au moins, on peut contrôler. Ok. On peut contrôler. Parce que les traitements actuels que nous avons ne peuvent pas éliminer les VIH, mais nous pouvons contrôler la maladie avec les différentes stratégies que nous ne puissions plus avoir de nouvelles infections du VIH. Mais ceux qui sont déjà atteints de la maladie seront toujours là. Ok. Parce que pour parler de l'élimination, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne atteinte de la maladie. Ok. Donc, l'élimination, au vrai sens, non. On ne peut pas éliminer le VIH-Sida parce qu'actuellement, on n'a pas un traitement curatif. Mais au moins, on peut contrôler la maladie en diminuant sensiblement le nombre de nouvelles infections. Comme je venais de vous le dire tantôt, l'année 2025, le pays a enregistré 26 000 nouvelles infections. Parce que l'objectif est assez qu'en 2030, quand on va arriver à l'année 2030, qu'on puisse avoir 0 nouvelles infections. Ok. Mais ceux qui seront déjà atteints seront toujours là et ils seront contrôlés, contenus avec la prise en charge vraiment intégrale. On n'aura plus peut-être de nouvelles infections. Autre chose, on a parlé tantôt déjà au tout début de l'émission, de l'âge dont aujourd'hui on remarque qu'il y a ces jeunes qui sont atteints du VIH notamment. On parlera de entre 14 et 35 ans. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou quel mot vous pouvez adresser à ces jeunes-là notamment?
Ils doivent se protéger ou tout simplement éviter d'avoir des rapports sexuels par-ci par-là, ou je sais pas, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, je vais leur apporter l'information. Ceux qui sont déjà atteintes, je vais leur conseiller d'adhérer au traitement, de continuer leur traitement. Parce que quand ils vont prendre leur traitement, ça va renforcer l'immunité. Non seulement ça va renforcer l'immunité de la personne, mais il va aussi protéger la communauté en prenant son traitement correctement. Il peut vivre aussi longtemps avec sa maladie en prenant régulièrement son traitement. Pour les personnes ou les jeunes qui ne sont pas encore atteints du VIH, je leur conseille d'abord d'aller se faire dépister. Ils doivent connaître leur état sérologique parce que plusieurs évitent de consulter les centres de santé ou bien les hôpitaux pour connaître... Déjà, est-ce qu'on va essayer de parler aussi de cette peur qu'il y a d'aller toujours se faire dépister? Pourquoi les gens n'aiment pas, surtout quand on dit qu'il faut aller se faire dépister contre le sida? Pourquoi la population parfois est réticente par rapport à ça? C'est lié à la stigmatisation parce que quand vous annoncez qu'à la maison, en famille, que j'ai le VIH, il y a une forme de rejet. On pense qu'en étant ensemble avec une personne atteinte du VIH, automatiquement, vous serez aussi contaminé. Donc, il y a une forte stigmatisation. Cette forte stigmatisation entraîne à ce que la personne ne puisse pas aller au centre de santé. Est-ce que vous pensez que c'est ça aussi qui soit la cause de la hausse aujourd'hui des nouveaux cas? C'est parmi les facteurs. Certes, il y a plusieurs facteurs, c'est la conjugaison de plusieurs facteurs qui fait assez que nous puissions toujours avoir de nouvelles infections du VIH, mais c'est parmi les facteurs, la stigmatisation, les rejets, la personne évite d'aller vers le centre de santé parce que quand il y a un diagnostic tardif, ça dit que la maladie est en train d'évoluer. Et quand la maladie est en train d'évoluer, il y a des infections opportunistes qui sont là, entre autres la tuberculose, parce que l'une des infections opportunistes, quand les personnes atteintes du VIH, il y a la tuberculose. Donc, la tuberculose peut apparaître, vous pouvez contracter la tuberculose. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, moi, je sensibilise les jeunes qui ne connaissent pas encore leur statut sérologique et même à Innov TV. Je vous encourage, en tout cas, d'aller dans les centres de santé, se faire dépister, connaître votre état sérologique et aussi se protéger. Se protéger aussi. Vous avez les jeunes, la plupart des jeunes ont des partenaires sexuels. Il y a l'utilisation des préservatifs que vous pouvez utiliser pour se protéger. Mais il peut y avoir aussi en tant que jeune, tu peux accidentellement faire un rapport sexuel avec une personne dont tu ne maîtrises pas son statut sérologique. C'est dans ces cas, il y a la prophylaxie post-expositionnelle après avoir contracté un rapport sexuel avec une personne dont tu ne maîtrises pas sa sérologie. Tu peux aller vers les centres de santé, tu exposes ton problème et tu seras mis sous traitement post-expositionnel. C'est même aussi le cas en cas de viol. Très souvent, il y a beaucoup de cas de viol. Oh, on a violé l'enfant, Et très souvent, on ne connaît pas les statuts de la personne qui a violé, du violeur. On ne connaît pas son statut. Parce que dès qu'il viole, il est arrêté, il est en prison, il est à Makala. On ne connaît pas son statut. Un enfant ou un jeune, après le viol, il doit aller vers un centre de santé. Au centre de santé, on doit dépister d'abord parce qu'on doit dépister. Si la personne est négative, on le met sous prophylaxie post-expositionnelle. On le met sous traitement pendant environ 1 mois et puis on va faire les contrôles. Autre chose, on a parlé notamment de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Pour une mère qui a suivi son traitement déjà avec beaucoup de précision pendant sa grossesse et qu'elle mettait au monde un enfant sain, est-ce qu'au fur et à mesure que cet enfant grandit, avec l'allaitement et tout ce qu'il y a comme soin, est-ce que cette mère-là peut transmettre la maladie à son enfant? En tout cas, merci beaucoup pour votre question parce que ça fait depuis 2014 que je suis dans la prise en charge du VIH-Sida. En tout cas, j'ai beaucoup de cas de femmes atteintes du VIH-Sida qui ont des enfants sains. C'est-à-dire qu'il y a un suivi rapproché et régulier. On met ces femmes sous traitement. On leur demande de choisir un mode d'allaitement. Ils sont sous traitement pendant environ 6 mois. Vous verrez que la charge virale de la dame sera supprimée
ou indétectables. Ok. Et ces femmes sont suivies, on leur propose un mode d'allaitement. Soit on leur demande de prendre des laits artificiels qui sont sur le marché, qu'on donne aux enfants. Et on fait des suivis. Quand l'enfant va naître, on va faire les dépistages. Ok. Après 9 mois, on fait les dépistages. Et à 18 mois, on va faire les dépistages définitifs. Ok. C'est-à-dire, à 18 mois, à 2 ans, on fait les dépistages définitifs pour donner les statuts finaux par rapport à l'enfant. Ok. Il y a un suivi même après la naissance de l'enfant. L'enfant est mis aussi sous traitement prophylactique. Ok. Parce que l'enfant qui est né d'une femme VIH positive, c'est un enfant exposé, c'est un bébé exposé. Ok. Et pour le bébé n'est pas atteint de la maladie, mais c'est un bébé exposé parce que sa mère avait le VIH. Ok. C'est un bébé exposé. Et ces bébés exposés sont mis sous traitement. Un traitement préventif. Et ils seront suivis jusqu'à avoir les statuts finaux à 18 mois. Ok. Et on a plusieurs cas de ces enfants dont le résultat est négatif. Ok. Il suffit seulement de suivi rapproché et que la femme enceinte puisse adhérer à son traitement. Quand elle va adhérer à son traitement, en tout cas, la charge virale sera supprimée ou indétectable et elle aura de fortes chances, c'est une probabilité, il y aura vraiment de fortes chances qu'elle puisse avoir un enfant qui est sain à Botamwana Oyo, Azana microbe à VIH. Alors voilà docteur, dans cette émission, on a cette rubrique qui dit « Dis-moi docteur ». Dans cette rubrique, bien sûr, vous avez droit à 2 questions du public auxquelles vous allez répondre. Alors on va suivre juste ça et on se retrouve après. Docteur, dis-moi pourquoi beaucoup de gens ont encore peur d'aller se faire dépister du VIH. Beaucoup ont peur d'aller se faire dépister du VIH, tout simplement d'abord par rapport au problème de la stigmatisation. Ils ont peur, avec le VIH, de se rejeter par la société. Or, les PV-VIH, ils ont quand même des droits. Tu peux travailler, tu peux avoir des enfants. Il y a la loi congolaise prévoit le droit par rapport au VIH, aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Les personnes ont peur d'aller au niveau des centres de santé. Aussi, par rapport à ces traitements qui est à vie. Ces traitements qui est à vie et aussi la désinformation au niveau de la communauté. Okay. C'est-à-dire, quand tu as le VIH directement, tu vas mourir, la désinformation. Et cela pousse les personnes à s'enquister, à ne pas aller vers le personnel médical ou vers les centres de santé pour connaître son état. C'est ces rejets de la communauté, la stigmatisation et ces traitements locaux ainsi que la désinformation de la communauté qui poussent nous les jeunes ou bien la communauté à ne pas aller vers le personnel médical ou bien vers les centres de santé pour connaître nos états. Dis-moi docteur, une personne qui vit avec le VIH peut-elle vivre normalement aujourd'hui? Oui, une personne atteinte de VIH peut vivre normalement. Comme je venais de vous le dire, aujourd'hui les traitements pour le VIH sont gratuits et accessibles à tout le monde. Certes, il y a des ruptures par moment, mais ces médicaments sont gratuits et accessibles à tout le monde. Quand vous prenez régulièrement votre traitement ou bien vos produits par rapport au VIH, vous pouvez vivre normalement. Normalement, comme tout le monde, vous pouvez travailler, vous pouvez avoir des postes avec votre VIH. Comme je venais de vous le dire, vous pouvez avoir le VIH asymptomatique. Okay. Sans symptômes, pas de fièvre, pas des éruptions cutanées, pas de problèmes de santé, à condition que vous preniez régulièrement vos produits et vous observez le suivi. Parce que quand vous prenez les médicaments, il y a des rendez-vous qu'on donne. Après 14 jours, après autant de mois, il y a des rendez-vous que nous donnons aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Et quand vous respectez, vous observez les traitements et vous adhérez au traitement, c'est alors que vous pouvez vivre aussi longtemps comme tout le monde. Mais aussi, il faut savoir les soutiens psychologiques. Parce que la prise en charge par rapport au VIH doit être globale. Il y a aussi un soutien psychologique. Nous, les personnels de santé, nous devons soutenir nos patients ou nos malades qui sont atteints du VIH, mais aussi à la maison, il y a des enfants
qui sont atteintes de la maladie, mais nous devons aussi les soutenir. Ok. Un soutien psychologique aux personnes atteintes, ça sera vraiment bénéfique à ces personnes de vivre, de se sentir aimées, de se sentir dans la joie de vivre. Ok. Mais si nous les rejetons, s'il y a stigmatisation, là, c'est là où il pose problème. Mais en tout cas, actuellement, nous pouvons bien vivre avec le VIH et SIDA si nous respectons les conseils des médecins ou des personnels médicaux. Alors, un dernier mot, je pense, avant de finir, ça sera que doit faire un citoyen ou chaque citoyen pour contribuer à la lutte contre le VIH. Pour contribuer à la lutte contre le VIH-Sida, d'abord, chaque citoyen doit connaître son statut. Ok. Son statut sérologique. Aller au centre de santé, se faire dépister, connaître son état. Quand vous connaissez votre état, vous devez vous protéger. Ok. Vous devez vous protéger parce que comme il y a 3 moyens par rapport à la transmission, si vous ne savez pas vous contenir, il y a des préservatifs que vous pouvez utiliser. Mais aussi, il y a la sensibilisation. Chaque citoyen doit sensibiliser, doit informer. En famille, nous devons informer nos enfants. Nous devons partager la connaissance des informations que nous avons sur les VIH. Comment on peut contracter la maladie. Quand il y a cette information, on saura que non, je dois faire ceci, je dois porter les préservatifs. Avant toute transfusion, on doit vérifier si le sang n'est pas infecté pour qu'on puisse transfuser une personne. On doit, toute femme enceinte ou bien la communauté, parce que la sensibilisation qu'on est, c'est pour tout le monde. La sensibilisation, c'est pour tout le monde. Les maris doivent connaître que non, comme ma femme est enceinte, c'est une obligation qu'on puisse connaître son état sérologique. Parce que toute femme enceinte doit être dépistée. Le mari ne posera pas un problème quand on va demander à sa femme les dépistages par rapport au VIH-Sida. Okay. Et nous devons être des sensibilisateurs dans nos communautés, dans nos églises, nous devons sensibiliser, dans nos écoles, nous devons sensibiliser partout où nous sommes. Dans nos entreprises, nous devons sensibiliser sur les modes de contamination de la maladie et c'est alors que nous allons aussi contribuer à lutter contre cette maladie qui est le VIH-Sida. Donc voilà, merci beaucoup docteur, c'était un plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau de Santé et Vie ce soir. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci aussi à vos chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. J'espère en tout cas que vous aurez compris, la maladie existe. Protégez-vous, prenez soin de vous parce que nous, on a encore besoin de vous et que vous êtes encore appelés à réaliser bien sûr des grandes choses. Ne restez pas dans les silences, il est très important dans votre entourage, dans votre communauté, dans vos quartiers, dans vos maisons, à l'église, à l'école, surtout de parler du VIH parce que après, il faudra éveiller les consciences de tout le monde sur le fait qu'il faut se protéger, mais bien sûr protéger aussi les autres. Arrêtez de stigmatiser tous qui sont porteurs du VIH parce que après, ce n'est pas une maladie contagieuse parce que par salutation, tout simplement parce que vous mangez avec quelqu'un, alors que ces personnes ont besoin d'un soutien fort parce que après, c'est le rejet qui tue plus que la maladie. Aimez ces personnes parce qu'ils sont humains et quelque part, ils sont juste en train de rechercher la force et le courage d'autres personnes pour se soigner eux-mêmes. Pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. C'était en tout cas pour moi un réel plaisir de vous présenter encore ce nouveau numéro de Santé et Vie. On se retrouve très prochainement avec un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Surtout, rappelez-vous de ne pas télécharger l'application Innov TV pour ne pas manquer bien sûr Santé et Vie, mais aussi d'autres programmes. Bye bye et à la prochaine.